À 2 heures du matin, le restaurant ouvert tard sentait le café brûlé et le désespoir. Elena sentait la graisse de la cuisine coller à sa peau, s'infiltrer dans chaque pore, comme si elle voulait s'approprier son corps. Ses pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées. La gauche avait un trou près du gros orteil, une déchirure qu'elle avait réparée avec du ruban adhésif 3 semaines auparavant. Au-dessus d'elle, les néons émettaient dans leur bourdonnement électrique familier. De temps en temps, elles clignotaient hantées, comme si elles aussi étaient épuisées par le travail de nuit. La table 7 a besoin de plus de café, chérie. La voix de Doris traversa le brouillard dans lequel était plongée Elena. Elena acquiesça et souleva la cafetière avec des mains qui avaient cessé de trembler depuis longtemps. À présent, ses mains ne savaient plus que bouger. Mécaniquement, automatiquement, avec un sourire forcé, un pourboire qui ne suffirait toujours pas à payer le trajet en bus pour rentrer chez elle. Le restaurant Red's était presque vide ce soir-là. Seul le vieux Pete était assis dans son coin habituel, sirotant la même tasse de café depuis minuit, et quelques camionneurs erraient, titubants, dégageant une forte odeur de diesel et de cigarettes. Et puis, il y avait la table 12. Elena les reconnut dès qu'ils entrèrent, même si elle essayait de faire semblant de ne pas les voir. En travaillant dans des endroits comme celui-ci, elle avait appris à se rendre invisible. Ne regardez pas les costumes chers. Ne te demande pas pourquoi un homme en costume de luxe mange un sandwich à la viande dans un restaurant routier au bord de l'autoroute 17, à la périphérie de Chicago. Contente-toi de servir le café, note la commande. Occupe-toi de tes affaires, mais la petite fille empêchait Elena de détourner le regard. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Des boucles dorées comme de la soie tombaient dans son dos, le genre de cheveux qui n'avait jamais connu de shampoing bon marché. Elle portait une robe blanche immaculée qui détonnait au milieu des banquettes en vinyle usé et du chrome fatigué du restaurant. Elle était assise tranquillement, en train de colorier, tandis que 3 hommes sans à la table parlaient à voix basse. Leur voix était trop faible pour être entendue, mais leur langage corporel criait l'attention. L'un d'eux ne cessait de jeter des coups d'œil vers la porte. Un autre tenait une main près de son manteau, d'une manière qui fit se nouer l'estomac d'Elena. Elena s'approcha avec la cafetière, les yeux baissés, son sourire professionnel en place. Encore du café. L'homme le plus proche, aux épaules larges, et à la cicatrice qui lui barrait le sourcil gauche, acquiesça d'un signe de tête sec. Alors qu'elle versait le café, Elena aperçut quelque chose de métallique sous son manteau. Sa main trembla légèrement et une goutte de café éclaboussa la soucoupe. « Désolée, murmura-t-elle. Ce n'est pas grave. » Sa voix était froide. Indifférente à son égard, Elena n'existait pas. Juste une serveuse, juste un fantôme dans un tablier taché de graisse. La petite fille leva les yeux, ses yeux bleus clairs, incroyablement grands, fixés sur le visage d'Elena. L'enfant sourit, douce et innocente, et leva son livre de coloriage. « Mademoiselle, regardez, j'ai colorié le papillon en violet. » Le cœur d'Elena se serra. « C'est magnifique, ma chérie. Lily ne dérange pas la serveuse. » L'homme assis en face d'elle parla d'un ton sec, mais sa fermeté cachait de l'affection. Il était différent des autres, plus jeune, avec une énergie nerveuse qui émanait de lui comme de la chaleur. Sa jambe bougeait sous la table, des gouttes de sueur perlaient sur sa lèvre supérieure, même si la climatisation fonctionnait à plein régime. Nathan Cross. Elena ne connaissait pas son nom à l'époque, mais elle n'oublierait jamais ce visage. « Elle ne me dérange pas, » dit Elena doucement, et elle le pensait vraiment. Il y avait quelque chose chez cet enfant dans sa robe parfaite, au milieu de ces hommes durs et froids, dans ce petit restaurant misérable. Quelque chose qui faisait naître dans la poitrine d'Elena une inquiétude indéfinissable. Elena retourna au comptoir, essuyant des surfaces qui n'avaient pas besoin d'être essuyées, jetant des regards furtifs vers la table 12. Doris surprit son regard. Elle se pencha vers elle et lui murmura, la laine chargée de cigarettes. « Ce n'est pas le genre de personne que tu devrais remarquer, ma chérie. Crois-moi, sers le café. Prends l'argent. Oublie leur visage. » Elena acquiesça, mais ses yeux continuaient de se poser sur la petite fille. Lily, c'était son nom.
le papillon violet dans le livre de coloriage, ses yeux bleus clairs qui faisaient compter confiance au monde entier. La sonnette de la porte retentit. 3 autres hommes entrèrent, et tout ce qu'Helena pensait savoir de sa vie, son invisibilité, sa sécurité dans l'ombre, la pauvreté qu'elle portait comme son propre souffle, était sur le point de changer. Seulement, elle ne le savait pas encore. Elle ne savait pas que dans quelques minutes, elle recevrait 3 balles dans le corps. Elle ne savait pas que se réveillerait dans le manoir du plus puissant parrain de la mafia de Chicago. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait sa femme sans qu'on le lui demande. Mais tout cela viendrait plus tard. Pour l'instant, la sonnette venait de retentir et l'enfer s'apprêtait à ouvrir ses portes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez la vidéo avec vos proches qui aiment les histoires émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. La température à l'intérieur du restaurant sembla baisser de quelques degrés à l'instant où ces 3 hommes franchirent le seuil. Helena n'avait pas besoin de les regarder pour savoir que quelque chose avait changé. Elle le sentait dans l'air, dans la façon dont les hommes, à la table 12, se raidirent soudainement comme des statues de pierre. Dans la façon dont leurs mains se dirigèrent vers leur manteau plus vite qu'elles ne respiraient, le chef des nouveaux arrivants mesurait près de 1,80 m. Il avait les cheveux argentés lissés en arrière, le visage émacié, les pommettes saillantes, comme sculptées dans le granit. Ses yeux étaient froids, ne reflétant que l'obscurité et le calcul. Il portait un manteau de laine noire qui lui arrivait aux genoux, et chaque pas qu'il faisait résonnait d'un bruit sec et délibéré sur le sol carrelé usé du restaurant. Les 2 hommes derrière lui étaient encore plus grands, avec des épaules larges, les mains enfoncées dans leurs poches d'une manière qui indiquait à Helena qu'il serrait quelque chose à l'intérieur. Le vieux Pete, assis dans un coin, se leva soudainement. Il laissa quelques pièces sur la table et se glissa par la porte arrière sans jeter un seul regard en arrière. Les camionneurs disparurent eux aussi, comme s'ils n'avaient jamais été là. Doris se tenait à côté d'Helena, sa respiration soudainement plus lourde, la main tremblante alors qu'elle posait le chiffon. « Ne regarde pas », murmura Doris d'une voix rauque et déraillée. « Reste immobile. Ne regarde pas. » Mais Helena ne pouvait s'empêcher de regarder. Elle vit Nathan se lever d'un bond, sa chaise grinçant sur le sol. Son visage était devenu pâle, comme celui d'un homme qui regarderait son propre fantôme. Lily leva la tête de son livre de coloriage, ses yeux bleus clairs écarquillés, ne comprenant pas ce qui se passait. Papa. Sa petite voix tremblait, petite, fragile. Nathan. L'homme aux cheveux argentés prit la parole. Sa voix était basse et douce, comme du velours, mais si froide. Helena eut l'impression que quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dans le dos. Ça fait longtemps, Nathan déglutit, la gorge serrée comme si cela lui faisait mal. « Roman, j'ai besoin de plus de temps. »« De temps ?» Roman Kosloff répéta le mot comme s'il s'agissait d'une plaisanterie amusante. Il s'approcha, chaque pas lent et délibéré, tel un prédateur acculant sa proie dans un coin. « Je t'ai donné du temps, Nathan. 6 mois. Tu as dit que tu aurais l'argent. Tu as dit que tu rembourserais tout. Au lieu de cela, tu m'as volé et tu t'es enfui. Je ne me suis pas enfui. » Nathan leva la main comme pour l'arrêter. Mais le geste était faible, désespéré. « J'ai juste besoin d'1 mois de plus. 1 mois. » Roman rit, mais son rire était dépourvu de chaleur. Il était sec, aigu, comme un rasoir raclant du verre. « Tu dois 200 000 $ à la famille Clough, oh. Tu as tout perdu au jeu. Tu as tout perdu. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'1 mois de plus changera tout. » Les 2 hommes qui accompagnaient Roman s'avancèrent et se placèrent de part et d'autre de Nathan, tels des murs de chair. Les gardes de Nathan se déplacèrent également, mais Roman n'eut qu'à les regarder. Un seul regard, et ils se figèrent. Helena comprit alors. Même si les hommes de la table 12 étaient armés, même s'ils avaient l'air dangereux, ils n'étaient pas les véritables détenteurs du pouvoir dans cette pièce. C'était Roman Kosloff. Lily se mit à pleurer. Ses sanglots étaient faibles, étouffés,
comme ceux d'un chaton abandonné sous la pluie. Elle descendit de la banquette et courut vers son père, ses petits bras serrés autour de la jambe de Nathan, le visage enfoui dans son genou. « Papa, papa, j'ai peur !» Nathan se baissa, un bras autour de sa fille, mais sans quitter Romande des yeux. « Ne lui faites rien. S'il te plaît, ce n'est qu'une enfant. » Roman pencha la tête, son regard se posant sur Lily comme s'il venait seulement de remarquer son existence. Il resta silencieux pendant plusieurs secondes, et ce silence était plus effrayant que n'importe quelle menace. « Je ne fais pas de mal aux enfants, Nathan. » Quand il finit par parler, sa voix était étrangement douce. « Mais toi, tu es différent. Tu as mis ta propre fille dans cette situation en prenant mon argent et en t'enfuyant. Tu pensais que je ne te retrouverais pas? Tu pensais pouvoir te cacher dans un petit restaurant minable en banlieue sans que je le sache ?» Elena se tenait derrière le comptoir, le cœur battant si fort dans sa poitrine qu'elle craignait que tout le monde dans le restaurant puisse l'entendre. Elle savait qu'elle devait se détourner. Elle savait qu'elle devait faire ce que Doris lui avait dit. « Ne regarde pas. Ne fais pas attention. » Mais ses yeux restaient rivés sur Lily, sur le visage baigné de larmes de l'enfant. En chemin, ses petits doigts s'agrippaient à son père, comme s'il était la seule bouée de sauvetage qui lui restait dans une mer déchaînée. « Je vais te donner une chance, Nathan. » Roman le dit, et sa voix s'adoucit, devenant presque amicale. Et c'est cette amitié qui fit frissonner Elena. « Viens avec moi tout de suite. Nous allons discuter. Si tu peux me convaincre que tu vaux plus que ce que tu dois, je pourrais peut-être y réfléchir. »« Et Lily ?» demanda Nathan d'une voix rauque. « Elle reste ici. » Roman jeta un coup d'œil à l'un de ses gardes du corps, avec Sergueï pour s'assurer que tu n'as pas d'idée stupide. « Non. » Nathan secoua la tête, le visage déformé par la peur et le désespoir. « Je ne laisserai pas ma fille avec... Tu n'as pas le choix. » Roman l'interrompit, et cette fois, la fausse amabilité avait disparu. Sa voix devint tranchante comme une lame. « Tu n'as plus le choix depuis longtemps, Nathan. » Au moment où tu as mis la main sur mon argent, Elena vit Nathan commencer à trembler. Elle le vit regarder sa fille, puis Roman, puis les gardes qui se rapprochaient, et elle vit quelque chose changer dans ses yeux. Une décision désespérée. La main de Nathan se dirigea vers son manteau. Tout se passa en un instant, mais pour Elena, le temps ralentit. Chaque seconde s'étira, longue et collante comme du caramel. Elle vit la main de Nathan glisser dans son manteau, elle vit les yeux de Roman Clove se plisser. Reconnaissant quelque chose, elle vit ses gardes du corps bouger eux aussi. Leurs mains sortirent de leurs poches avec quelque chose de noir, brillant et mortel. Et Lily était toujours là, accrochée à la jambe de son père. Elle leva son visage aux yeux bleus baignés de larmes, ne comprenant pas la tempête qui allait éclater. Il y a une enfant ici. La voix d'Elena retentit, avant même qu'elle ne réalise qu'elle parlait. Elle traversa la pièce comme une cloche. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Roman Koslov la regarda. Ses yeux froids s'attardèrent sur le visage d'Elena pendant une demi-seconde, et pendant cette demi-seconde, elle se sentit mise à nu, vue à travers jusqu'à l'os. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Ce regard en disait assez long. Elle n'était personne. Elle n'avait aucune importance. Elle n'était qu'un ver qui osait se mêler des affaires des aigles. Mais ce moment de distraction suffit à Nathan pour agir. Il sortit son arme. Le métal noir brillait sous la lumière fluorescente, blafarde, et tout explosa. Le premier coup de feu retentit comme un coup de tonnerre. Elena n'avait jamais entendu de vrai coup de feu de sa vie. Dans les films, cela semble net, propre, comme un pétard. En réalité, c'était un rugissement qui déchirait l'air, ses tympans, et détruisait tout ce qu'elle avait toujours cru savoir sur la sécurité. Doris hurla quelque part derrière le comptoir. Le verre vola en éclats, les tables et les chaises se renversèrent. Un deuxième coup de feu, un troisième, un quatrième. Ils tirèrent en rafales, comme des feux d'artifice venus de l'enfer, et le petit restaurant se transforma en champ de bataille en un clin d'œil. Elena ne réfléchit pas. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse suivre.
Ses jambes la portèrent vers la table 12, vers les cris d'une fillette de 4 ans qui se tenait au milieu des coups de feu. Lily, la petite fille, était figée de terreur, les mains sur les oreilles, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Nathan était tombé, s'était baissé ou ripostait. Helena ne savait pas. Helena s'en moquait, elle ne voyait que Lily, seulement la robe blanche immaculée dans la fumée. Seulement ses yeux bleus clairs, remplis d'horreur. Une balle passa près de l'épaule d'Helena, si près qu'elle sentit le souffle chaud de l'air. Une autre s'écrasa contre le mur juste à côté d'elle, projetant de la poussière et de la vieille peinture dans les airs. Mais Helena ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Pendant 27 ans, elle avait appris à être invisible, à garder la tête baissée, à éviter les ennuis, à survivre au jour le jour. Mais à cet instant, quelque chose enfoui au plus profond d'elle-même se réveilla, quelque chose dont elle ignorait l'existence jaillit et brûla tout le reste. Elle se précipita vers Lily, les bras tendus. Et à cet instant, elle n'était plus Helena Mercer, la serveuse fauchée avec 23 $ sur son compte. Elle était quelque chose de plus primitif, de plus féroce. Un instinct protecteur pur qui n'avait besoin ni de raison ni de logique. Elle attrapa Lily, la serra dans ses bras et se jeta au sol. Les deux corps heurtèrent violemment le carrelage froid, et Helena se tordit pour que son dos encaisse tout le choc afin que son corps frêle devienne le seul bouclier entre la petite fille et l'enfer qui s'abattait sur elle. Lily sanglotait contre la poitrine d'Helena, ses petites doigts agrippant le tablier taché de graisse comme s'il s'agissait de sa propre vie. Helena la serra fort contre elle. Une main couvrait la tête de Lily, l'autre pressait le visage de Lily contre sa poitrine pour bloquer le bruit, bloquer la vue, bloquer tout. Helena pouvait sentir le cœur de Lily battre à tout rompre, comme les ailes d'un oiseau pris au piège. Elle pouvait sentir les larmes et la morve imprégner le tissu fin, et elle la serra plus fort. Les coups de feu continuaient de retentir. Quelque part, un homme criait en russe. Une fenêtre vola en éclats dans un éclat de verre scintillant. Quelqu'un gémit de douleur. L'air se remplit de l'odeur âcre de la poudre à canon mélangée à celle du café brûlé et du sang. Du sang. Helena pouvait sentir l'odeur du sang. Chaude, métallique et primitive. Et elle ne savait pas à qui il appartenait. Elle resta allongée, liée, là, enroulée autour de Lily comme un cocon, et elle pria. Elle n'était pas une femme religieuse. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle était. Elle était entrée dans une église. Mais à présent, ses lèvres murmuraient une supplication silencieuse, adressée à quiconque pouvait l'entendre. « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à l'enfant. » Une forte détonation retentit si près qu'Helena en eut les oreilles qui sifflèrent. Elle sentit quelque chose la frôler à toute vitesse, puis, une fraction de seconde plus tard, une douleur fulgurante la traversa. Elle provenait de son épaule et était si intense qu'elle avait l'impression que quelqu'un lui avait enfoncé un fer rouge dans la chair. Helena serra les dents, ravalant le cri qui lui montait à la gorge. Non, ne crie pas. Si elle criait, Lily aurait encore plus peur. Si elle lâchait prise, Lily mourrait. Elle ne pouvait pas lâcher prise. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant, jamais. Elle serra Lily encore plus fort contre elle. Même si son épaule la brûlait, même si elle sentait quelque chose de chaud et d'humide couler le long de son bras. Du sang, son sang, mais cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Sauf l'enfant qui tremblait dans ses bras. « Je te tiens, ma chérie, je te tiens. » Helena murmura dans les cheveux de Lily, la voix tremblante mais ferme. « Je te promets que je te protégerai. » Puis une deuxième vague de douleur la frappa. Cette fois dans la poitrine, plus forte, plus profonde, comme si quelqu'un lui avait enfoncé une lance dans les côtes. Helena ne put retenir son cri cette fois-ci. Cette fois-ci, il jaillit de sa gorge, rauque et déchiré, mais elle ne lâcha toujours pas prise. Elle ne lâcha toujours pas prise. Les contours du monde commencèrent à s'estomper. La troisième balle arriva comme un verdict final. Elle transperça les côtes d'Helena par derrière, et cette fois, son corps n'avait plus la force de résister. C'était comme si quelqu'un lui avait enfoncé une épée enflammée dans le corps, l'avait tournée une fois, puis avait laissé le feu se propager, brûlant chaque cellule. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Seul le goût métallique du sang lui monta à la gorge, chaud et épais,
Mais ses bras ne lâchèrent toujours pas Lily, malgré la douleur, même si son corps criait à l'abandon, même si le monde autour d'elle se fondait en traînées de couleurs insignifiantes. Sa main resta serrée autour de ce petit corps tremblant, comme si c'était la seule chose qui comptait encore, comme si c'était la seule raison pour laquelle son cœur continuait de battre. « Je te tiens », murmura Helena. Au du moins, elle crut murmurer. Elle n'en aime, elle était plus sûre. Les mots et les pensées se mélangeaient, la frontière entre eux s'estompant comme tout le reste. « Je te tiens, ma chérie. Je te le promets. Je te le promets. » Lily pleura dans la poitrine d'Helena. Ses sanglots étouffés par le tablier imbibé de sang, ses petits doigts s'agrippaient à Helena comme si elle était la dernière bouée de sauvetage dans un océan déchaîné, et Helena la serra plus fort, toujours plus fort, même si le sang coulait à flots, même si ses forces s'épuisaient, même si l'obscurité envahissait son champ de vision, les coups de feu commencèrent à se raréfier. Ou peut-être qu'Helena avait simplement cessé d'entendre. Elle ne pouvait plus le dire. Tous les sons semblaient venir de loin, comme si elle s'enfonçait sous l'eau et que le monde à la surface s'éloignait. Des pas lourds et pressés, des gens qui couraient, criaient, s'affairaient. Helena n'était plus assez lucide pour comprendre. Puis les coups de feu cessèrent complètement. Le silence tomba comme une lourde couverture, seulement rompu par une respiration saccadée, des gémissements douloureux et les sanglots étouffés de Lily. Quelqu'un s'approchait. Helena sentait cette présence plus qu'elle ne la voyait. Une grande silhouette sombre bloquait la lumière fluorescente blafarde au-dessus d'elle. Une odeur étrange, coûteuse et masculine se mêlait à la puanteur de la poudre à canon et du sang. « Laissez-moi voir l'enfant ». La voix était basse et grave, un ordre qui ne pouvait être refusé, mais sous la froideur, il y avait autre chose, de l'inquiétude, de la peur, quelque chose d'humain, quelque chose qu'Helena n'attendait pas d'une voix qui dégageait une telle autorité. Elle essaya de se blottir davantage contre Lily, son instinct protecteur étant toujours plus fort que la douleur et l'épuisement, mais son corps ne lui obéissait plus. Il s'effondrait, morceau par morceau. Comme un bâtiment dont les fondations avaient été arrachées, une main toucha son épaule, non pas pour la secouer, ni pour la forcer, juste pour la toucher, d'une douceur qui la surprit, venant d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Au milieu d'une scène baignée de sang comme celle-ci, elle avait été frappée. Une autre voix, plus pressante. « Dimitri va chercher la voiture. Elle saigne beaucoup maintenant. » Helena essaya d'ouvrir les yeux. Elle ne savait pas quand elle les avait fermés. Ses paupières étaient lourdes comme du plomb, mais elle les força à s'ouvrir parce qu'elle avait besoin de savoir que Lily était en sécurité. Elle avait besoin de savoir que ce qu'elle avait fait avait un sens. La lumière était floue, les visages brouillés et indistincts, mais un visage était proche, plus net que tous les autres, comme s'il refusait d'être englouti par l'obscurité qui s'étendait autour. Un homme aux traits anguleux, une mâchoire comme sculptée dans la pierre, des cheveux noirs, des yeux gris, froids comme un ciel d'hiver. Mais dans ses yeux, au moment où ils rencontrèrent ceux d'Helena, quelque chose s'embrassa. Pas de la froideur, pas de l'indifférence. Quelque chose de primitif et de violent comme un feu qui s'allume au milieu de la nuit. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi avez-vous fait ça » Helena voulait répondre. Elle voulait dire qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas réfléchi, qu'elle avait seulement vu une enfant terrifiée et que son corps avait agi de lui-même, mais sa bouche ne fonctionnait plus. Seulement du sang, seulement ce goût métallique. « Lily » Helena le murmura. Et elle ne savait pas si le son était vraiment sorti de ses lèvres ou s'il résonnait seulement dans sa tête. Est-elle blessée? Elle est en sécurité? L'homme l'avait dit, et sa voix s'était adoucie, juste un peu. Assez pour qu'Helena le remarque. Grâce à toi, elle est en sécurité, grâce à toi. Bien. Helena sentit ses lèvres s'incurver. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait? Bien. Qui est-elle? Demanda une autre voix quelque part à proximité. Juste une serveuse ici. Personne. C'est une héroïne.
répondit l'homme aux yeux gris, et sa voix redevint aiguë, mais cette fois, elle ne s'adressait pas à Helena. « Amenez la voiture ici. On les emmène tous les deux. »« Tous les deux ? Elle a besoin d'aller à l'hôpital. »« Non, je sais ce dont elle a besoin. » Il y eut un mouvement. Quelqu'un souleva Helena, et une douleur fulgurante traversa son corps comme un feu d'artifice. Mais cela lui semblait lointain, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Elle sentit de la chaleur, un corps musclé qui la tenait, l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse mêlée à celle de la poudre à canon, tout ira bien. Cette voix à nouveau grave et calme, tout près de son oreille. « Je te promets que tout ira bien. Je ne te laisserai pas mourir. » Helena voulait demander pourquoi. Elle voulait demander qui il était. Elle voulait demander pourquoi un inconnu ferait des promesses à une serveuse mourante dans un misérable restaurant. Mais l'obscurité l'entraînait plus profondément, plus loin. Et la dernière chose qu'Helena comprit avant de sombrer complètement dans le néant, ce furent ses yeux gris qui la regardaient comme si elle était quelque chose de précieux, comme si elle valait la peine d'être sauvée. Puis tout s'éteignit. Elle reprit conscience par bribes. D'abord, elle ressentit une douceur si étrange qu'elle en était presque inquiétante, comme si elle était allongée sur un nuage. Puis vint une odeur, pas l'odeur familière de graisse et de café brûlé, mais celle du jasmin, d'un tissu propre, de quelque chose de cher et d'inconnu. Helena essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières s'étaient lourdes comme de la pierre. Refusant d'obéir, elle essaya de bouger, et une douleur fulgurante lui traversa l'épaule, la poitrine, les côtes, lui rappelant que ce qui s'était passé n'était pas un cauchemar. Un gémissement s'échappa de sa gorge sèche. « Ne bouge pas, tu vas déchirer les pointes de suture. » Helena reconnut immédiatement cette voix, même si elle ne l'avait entendue qu'une seule fois, à moitié noyée dans le sang et le chaos, basse, profonde, pleine d'autorité. Elle ouvrit les yeux de force, clignant des paupières face à la douce lumière qui filtrait de quelque part. Le monde devint peu à peu plus net, et Helena pensa qu'elle devait rêver, car ce qu'elle voyait ne pouvait pas être réel. Un plafond qui s'élevait haut au-dessus d'elle, décoré de motifs sculptés complexes qu'elle n'avait vus que dans des films sur les palais européens. Un lustre en cristal suspendu au-dessus de sa tête, diffusant une lumière dorée et chaleureuse. Des rideaux de velours bleu foncé étaient tirés, révélant d'énormes fenêtres donnant sur un jardin avec une fontaine et des statues de marbre, et le lit dans lequel elle se trouvait. Il semblait assez grand pour accueillir toute une famille. Les draps de soie blanche étaient frais contre sa peau, et les oreillers étaient doux comme des nuages. Helena n'avait jamais touché quelque chose d'aussi doux en 27 ans. Où suis-je ? Sa voix était rauque, lui irritant la gorge comme du papier de verre. « Ma maison !» Helena tourna la tête et le vit, l'homme du restaurant. L'homme aux yeux gris et froids qui l'avait regardé au dernier moment avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Il était assis dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre, comme s'il était là depuis longtemps. La lumière de l'après-midi soulignait les traits anguleux de son visage, accentuant la ligne dure de sa mâchoire et ses pommettes saillantes. Il portait une chemise noire, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés couverts de tatouages qu'Helena ne pouvait distinguer à cette distance. Il était aussi effrayant que, dans ses souvenirs, peut-être même plus effrayant à la lumière du jour, mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur elle, n'étaient pas complètement froids. Il y avait autre chose, quelque chose qu'Helena ne pouvait nommer. « Vous avez été inconsciente pendant 10 jours. » Il le dit sans émotion, comme s'il donnait le bulletin météo. Le médecin a dit « Vous avez failli mourir 3 fois sur la table d'opération. Votre cœur s'est arrêté 2 fois. 10 jours. » Ces mots s'enfoncèrent dans l'esprit d'Helena comme des pierres jetées dans l'eau. 10 jours. Elle avait perdu 10 jours. Lily. Le nom lui échappa avant qu'elle n'ait pu réfléchir. Elle essaya de s'asseoir, mais une douleur fulgurante lui traversa les corps, la rejetant sur les oreillers avec un son étranglé. La petite fille. La petite fille. Est-elle en sécurité? Il s'approcha du lit à pas longs et silencieux, comme un chat. Lily est en sécurité. Elle n'a pas une égratignure grâce à toi. Grâce à toi. Helena ferma les yeux et sentit des larmes chaudes couler sur ses tempes
imprégnant la soie. Elle ne savait pas si elle pleurait de soulagement ou de douleur. Peut-être les deux, Nathan. Elle posa la question même si elle connaissait déjà la réponse, même si elle avait vu comment cela s'était passé. Mort. Aucune émotion dans sa voix, ni tristesse, ni regret. Seulement la vérité. Nue et cruelle. Il avait fait des choix qui avaient des conséquences. Il en avait payé le prix. Elena ouvrit les yeux et regarda l'homme debout à côté de son lit. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » La question était importante. Elle le savait, parce qu'elle était allongée dans sa maison, dans son lit, vêtue de vêtements que quelqu'un d'autre lui avait mis. Parce qu'il parlait de la mort comme les gens parlent du temps. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui faisait hurler tous ses instincts de survie. Dominique Vuloff. Il prononça ce nom comme s'il devait lui dire quelque chose. Lorsqu'elle se contenta de le regarder avec des yeux vides, quelque chose passa sur son visage. De la surprise, peut-être même de l'amusement. « Vous ne savez vraiment pas qui je suis, devrais-je ? La plupart des gens dans cette ville le savent. » Il pencha la tête, ses yeux gris balayant son visage comme s'il cherchait quelque chose. « Je dirige tout. La famille, le territoire, tout. La mafia. » Le mot se forma dans l'esprit d'Elena comme un éclair. C'était un parrain de la mafia. Elle était allongée dans la maison d'un parrain de la mafia, dans le lit d'un parrain de la mafia, sauvée par un parrain de la mafia. « Je dois partir. » Elle essaya de se redresser malgré la douleur qui la déchirait de l'intérieur. « Je dois rentrer chez moi. Mon travail, mon appartement. Tu ne peux pas partir. Le restaurant est fermé définitivement. C'est une scène de crime. » Dominique le dit avec un calme terrifiant. « Ton appartement a été vidé. Tes affaires sont ici. » Elena se figea. « Tu es entré chez moi ? J'ai demandé à quelqu'un de le faire. » Il rapprocha la chaise du lit et s'assit, les coudes posés sur les genoux, comme s'ils avaient une conversation normale au lieu de vivre un cauchemar. « Tu ne peux pas y retourner. Jamais. »« Pourquoi ?» La voix d'Elena tremblait. « Je ne suis personne, je ne suis qu'une serveuse. »« Parce que les hommes qui t'ont agressé cette nuit-là, » dit Dominique. Et pour la première fois, quelque chose de sombre glissa dans ses yeux gris. Ils t'ont vu, ils connaissent ton visage, ils savent ce que tu as sauvé Lily, et cela fait de toi une cible. Elena sentit le sang se retirer de son visage. À moins que je ne te protège. Dominique se pencha en avant et soudain, l'espace entre eux lui sembla étouffant. Et c'est exactement ce que je vais faire. Que tu le veuilles ou non, je te protégerai. Ce mot résonna dans la tête d'Elena comme une sonnette d'alarme. Elle n'avait besoin de la protection de personne. Elle avait survécu seule pendant 27 ans, sans père, sans mère, sans personne. Elle n'avait pas besoin qu'un parrain de la mafia décide de sa vie à sa place. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Elena le dit en essayant de rendre sa voix forte, même si son corps semblait se déchirer de douleur. Je partirai d'ici dès que je pourrai marcher. Je trouverai un nouveau travail, un nouvel endroit où vivre. Elle s'arrêta. Car lorsqu'elle leva la main pour souligner ses paroles, la lumière de la fenêtre refléta quelque chose sur son doigt, quelque chose qui brillait, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Elena baissa les yeux vers sa main gauche et le monde s'arrêta. Une bague, pas du genre bon marché vendu dans un magasin discount, un énorme diamant, probablement aussi gros que son ongle, entouré de petites émeraudes serties en cercle parfait. La bague pesait lourdement sur son annulaire, comme si elle la revendiquait, comme si elle marquait son territoire. Ce qu'Elena murmura, sa voix était à peine audible. « Qu'est-ce que c'est » Dominique ne répondit pas tout de suite. Il resta assis là, ses yeux gris, la regardant avec un calme terrifiant, comme s'il attendait une réaction qu'il avait anticipée depuis longtemps. Elena essaya de retirer la bague. Elle ne bougeait pas. Son doigt était enflé, peut-être à cause des médicaments, peut-être à cause du traumatisme, et la bague était serrée comme si elle avait été conçue pour rester coincée là. Elle tira plus fort, ignorant la douleur qui lui déchirait l'épaule, ignorant le fait qu'elle se faisait mal. Il fallait que ça s'enlève. Il fallait que ça s'enlève tout de suite. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. » La voix de Dominique coupa court à sa panique. Elena leva les yeux et vit dans son regard quelque chose qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Tu ne feras que te faire encore plus mal. Qu'est-ce que c'est »
demanda-t-elle à nouveau, cette fois d'une voix tremblante, non pas de faiblesse, mais de peur qui lui parcourait l'échine. « Pourquoi y a-t-il une bague à mon doigt? C'est une alliance. Dominique le dit comme on dirait qu'il pleut dehors, la tienne et la mienne, nous sommes mariés, non. » Le mot jaillit de la bouche d'Héléna comme un coup de feu. « Non, c'est impossible, je n'ai jamais… » Elle fixa Dominique, plongea son regard dans ses yeux froids et gris, cherchant le moindre signe d'une blague, d'une erreur, n'importe quoi, sauf la vérité brutale qu'il venait de prononcer. Elle ne trouva rien. « La cérémonie a eu lieu, pendant que tu étais en convalescence, » continua Dominique, la voix toujours parfaitement calme. « Une petite cérémonie, seulement la famille et les témoins requis. Les papiers ont été signés. Le mariage est reconnu. » J'étais inconsciente. Héléna le dit et sa voix se mit à trembler, échappant à son contrôle. J'étais dans le coma. Comment as-tu pu? Comment quelqu'un a-t-il pu permettre cela? C'est un enlèvement. C'est de la coercition. C'était le seul moyen de te garder en vie. Dominique l'interrompit, et pour la première fois, quelque chose changea dans sa voix. Ce n'était ni de la colère, ni de la défensive, mais une patience fatiguée, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Sais-tu ce qui se passera si l'équipe de Koslov te trouve? Ils ne te tueront pas rapidement. Ils te tortureront jour après jour, heure après heure, pour obtenir des informations sur moi, sur mon organisation. Et quand tu n'auras plus rien à leur donner, quand ils se rendront compte que tu n'es qu'une serveuse qui ne sait rien, ils te tueront lentement, dans la douleur, et ils m'enverront des morceaux de ton corps en guise de message. Héléna se sentit mal, alors laisse-moi partir. Sa voix était faible. Laisse-moi disparaître, je quitterai la ville, je quitterai le pays s'il le faut. Ils ne te laisseront pas partir. Ils te retrouveront. Dominique l'interrompit. Peu importe où tu fuis, peu importe où tu te caches, ils ont des gens partout. Et une fois qu'ils t'auront trouvé, personne ne pourra te protéger. À moins que tu ne m'appartiennes, dit-il, en se levant, et en s'approchant du lit, son ombre tombant sur Héléna comme une couverture noire. La femme du Pacan est intouchable. C'est la loi. C'est la règle que même les ennemis doivent respecter. S'ils te touchent net maintenant, c'est une déclaration de guerre. Pas contre moi, mais contre toute la Bratva. Personne n'est assez fou pour faire ça. Héléna le regarda et sentit quelque chose se briser en elle. Pas son cœur. Son cœur s'était endurci depuis longtemps. Quelque chose d'autre. L'espoir, l'illusion de la liberté. La conviction qu'un jour elle pourrait échapper au destin réservé aux gens comme elle. Je n'étais pas d'accord, elle le dit. Et sa voix se réduisit à un murmure. Je n'étais d'accord avec rien de tout ça. Je sais, répondit Dominique, et étrangement, quelque chose qui ressemblait à du regret passa dans ses yeux. Mais tu es en vie. C'est la seule chose qui compte. Pour qui? Demanda Héléna, les larmes commençant à couler sur ses joues, même si elle ne le voulait pas. Pour qui est-ce important? Pour moi ou pour toi? Dominique ne répondit pas. Il resta là à la regarder pleurer, le visage toujours impassible, masquant parfaitement ses émotions. Puis il se retourna et se dirigea vers la porte. « Tu devrais te reposer. » Il le dit sans se retourner. « Nous parlerons davantage quand tu seras plus forte. Tu as beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à savoir sur ta nouvelle vie. Je ne veux pas d'une nouvelle vie. » Héléna lui cria, la voix brisée. « Je veux juste ma vie d'avant. » Dominique s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il se retourna et, pour la première fois, Héléna vit quelque chose de presque doux dans ses yeux gris. Cette vie était révolue. Héléna. Il prononça son nom comme si c'était le premier mot qu'il ait jamais dit. « Mais je peux t'en donner un meilleur si tu me laisses faire. » Il sortit et la porte se referma doucement derrière lui. Et Héléna resta allongée dans une chambre luxueuse qui n'était pas la sienne, sur des draps de soie qui n'étaient même pas les siens. Avec une bague en diamant à son doigt qui n'était pas le sien, elle resta allongée là et pleura, non pas de douleur ni de peur, mais parce qu'elle réalisait que pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait vraiment vue et que cette personne était un monstre. Héléna ne savait pas depuis combien de temps elle pleurait, peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures. Le temps avait perdu tout son sens dans cette chambre luxueuse, où il n'y avait ni horloge murale, ni bruit provenant de l'extérieur, rien qui marquait le passage de chaque instant.
Elle savait seulement que lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, ses yeux étaient nés secs et gonflés, et sa gorge brûlait comme si elle avait avalé du sable. La personne qui entra n'était pas Dominique. C'était une jeune femme, probablement du même âge qu'Helena ou un peu plus âgée, avec de longs cheveux noirs soigneusement attachés dans la nuque et des yeux perçants qui reflétaient le regard de quelqu'un qui avait trop vu dans sa vie. Elle portait un jean noir et un pull en cachemire gris, une tenue suffisamment décontractée pour ne pas être une domestique, mais suffisamment sérieuse pour ne pas être une invitée. Elle portait un plateau avec un bol de porridge fumant et un verre d'éau. « Je m'appelle Natacha », dit-elle d'une voix claire et pragmatique en posant le plateau sur la table à côté du lit. « Mais vous pouvez m'appeler Tacha. J'ai été chargée de vous aider à vous adapter. » Helena la regarda d'un air vide. « S'adapter » Ce mot sonnait comme une cruelle plaisanterie. Comment pouvait-on s'adapter à être retenue captive, mariée sans avoir son mot à dire, enfermée dans une cage dorée avec un monstre ? « Je sais ce que vous pensez. » Natacha rapprocha la chaise que Dominique avait utilisée et s'assit, les coudes sur les genoux, à l'aise comme s'ils étaient de vieux amis. « Vous pensez que c'est fou, que vous avez été kidnappé, que Dominique est un tyran qui contrôle tout. Et vous avez raison sur tout. » Helena cligna des yeux, surprise par la franchise. « Alors pourquoi l'aidez-vous ? Parce que j'étais comme vous, » répondit Natacha sans émotion. « Des circonstances différentes, mais le même monde. Je sais comment ça marche, et je sais que parfois, ce qui ressemble à l'enfer est la seule voie pour sortir d'un enfer pire encore. » Elle se pencha en avant, les yeux fixés sur Helena. « Laissez-moi vous expliquer où vous êtes. Dominique Volkov est le Pakan de la Bratva, la mafia russe qui contrôle la majeure partie de Chicago et du Midwest. Ce n'est pas seulement un patron, c'est un roi. Tout passe entre ses mains, des ports au casino, du transport de marchandises à l'immobilier. »« Et l'équipe Klov ?» demanda Helena. Ce nom évoquait l'image d'un homme aux cheveux argentés et aux yeux de serpent. « Roman Klov était autrefois un allié, » répondit Natacha d'une voix sombre, mais il voulait plus que ce qu'on lui avait donné. Il voulait le trône de Dominique. Depuis quelques mois, il s'en prend à nos opérations, tue nos hommes, tente de déclencher une guerre. Nathan Cross était le cousin de Dominique. Natacha poursuivit, « Il était l'un des nôtres, mais il avait un problème de jeu. Lorsqu'il ne put rembourser ses dettes, il tenta de s'enfuir avec Lily, sa fille. Mais Nathan avait un problème de jeu. Il devait une somme colossale à Klov et n'avait aucun moyen de la rembourser. Alors Klov l'a transformé en marionnette. Helena se souvint du visage de Nathan dans le restaurant. L'angoisse, la sueur, la façon dont il regardait sans cesse la porte. Il savait qu'ils allaient venir. Il le savait. Et pourtant, il avait amené Lily là-bas. Klov voulait utiliser Lily pour forcer Dominique à se rendre. Natacha dit, et pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de la colère glissa dans sa voix. Une enfant de 4 ans, un outil dans un jeu de pouvoir, mais ensuite tu es arrivée, une serveuse que personne ne connaissait, sans aucun lien avec notre monde, qui s'est précipitée sous les balles pour sauver une enfant inconnue. Tu as pris 3 balles, 3, et tu n'as toujours pas lâché prise. Helena ne dit rien, elle se souvenait de ce moment. La sensation des balles qui la transperçaient et la façon dont ses bras restaient serrés autour de Lily comme si c'était la seule chose qui comptait. « Dans notre monde, cela crée une dette, » dit Natacha, « une dette de sang. Tu as sauvé ce que Dominique chérit le plus. Ce n'est pas quelque chose que l'argent peut rembourser. Alors, il me rend l'appareil en faisant de moi une prisonnière ?» demanda Helena, l'amertume dans la voix. « Il te rend l'appareil en s'assurant que tu restes en vie ?» répondit Natacha sans détour. « Sais-tu combien de fois tu as failli mourir sur cette table d'opération? Sais-tu combien de médecins Dominique a fait venir du monde entier pour te sauver? Savez-vous combien de temps il est resté assis à côté de votre lit ?» Helena resta silencieuse. Elle ne savait rien de tout cela. Elle ne savait rien. Sauf qu'elle s'était réveillée avec une bague au doigt et une vie qui lui avait été volée. « Le mariage n'est pas une prison, Helena, » dit Natacha, sa voix s'adoucissant légèrement. « C'est un bouclier. Dans notre monde, la femme du Pakan est intouchable. La toucher, c'est déclarer la guerre à toute l'organisation. Personne, pas même Koslov, n'ose prendre ce risque. »« Mais je ne veux pas vivre dans ton monde, » murmura Helena.
Je veux juste une vie normale. » »« Normale ?» Natacha pencha la tête. « Tu vis seule. Tu n'as ni famille, ni amis proches. Tu travailles de nuit dans un restaurant minable pour un salaire qui ne te permet pas de vivre. Ton appartement n'a pas de chauffage et la serrure de la porte est cassée. Tu as 23 $ sur ton compte bancaire. C'est la vie à laquelle tu veux retourner. » Elena eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Comment savait-elle tout cela? Bien sûr qu'ils avaient enquêté sur elle. Bien sûr qu'ils savaient c'est tout. Elle était un livre ouvert avec des pages blanches. Rien qui valait la peine d'être caché. Je ne dis pas que ton ancienne vie était bonne. Natacha se leva et se dirigea vers la porte. Je dis que ta nouvelle vie n'a pas besoin d'être terrible. Tu peux choisir de voir cette cage comme une prison, ou tu peux la voir comme une opportunité. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna. Le dîner en famille est à 19h, tu devrais y être. Ils veulent rencontrer la femme qui a sauvé Lily, et Elena, ajouta-t-elle d'une voix plus douce, n'essaie pas de t'enfuir. Non pas parce qu'ils t'attraperont, mais parce qu'en dehors de ces murs, rien ne te protège des loups qui t'attendent dehors. La porte se referma, et Elena se retrouva seule avec la lourde bague à son doigt et des vérités qui lui semblaient encore plus lourdes. 19h arriva plus vite qu'Elena ne l'aurait souhaité. Natacha revint avec une robe vert émeraude faite d'un tissu doux et coûteux qu'Elena n'avait jamais touché de sa vie. On l'aida à prendre un bain, ses bandages furent changés. On l'habilla comme si elle était une poupée. Son corps était encore trop faible pour se défendre, même si son esprit hurlait. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qui la fixait. Ses cheveux bruns avaient été lissés et brossés, tombant sur ses épaules. Un maquillage léger cachait les ecchymoses et les pores. La robe lui allait à merveille, contrairement aux uniformes graisseux des serveuses. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre, comme si Elena Mercer, la serveuse avec 23 $ sur son compte, était morte dans ce restaurant et que quelqu'un l'avait remplacée par une inconnue qui portait son visage. Dominique attendait en bas de l'escalier, et quand son regard se posa sur elle, Elena vit quelque chose changer dans ses yeux gris. Pas de la froideur, pas de l'indifférence, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration, mais qui disparut si vite qu'elle n'était pas sûre de ne pas l'avoir imaginé. Il lui tendit la main et Elena comprit. Ce n'était pas un choix. C'était une mise en scène. Elle plaça donc sa main dans la sienne, sentant la chaleur et la rugosité d'une main qui avait tué, et elle le laissa la conduire dans la tanière du loup. La salle à manger était plus grande que le studio dans lequel elle vivait auparavant. Une longue table en chêne noir, pouvant accueillir 20 personnes, s'étendait à travers la pièce, recouverte de bougies et de fleurs, avec des couverts en argent si polis qu'Elena pouvait y voir son propre reflet déformé. Autour de la table étaient assises environ 15 personnes qui se tournèrent toutes vers elle lorsqu'elle entra. La conversation s'éteignit. Le silence s'installa, si lourd qu'Elena pouvait entendre les bougies brûler. Tous les regards étaient fixés sur elle, l'évaluant, l'inspectant, la jugeant. Elle se sentait comme un animal jeté dans une arène, entourée de spectateurs attendant de voir couler le sang. Dominique la conduisit à la chaise juste à côté de la sienne, en bout de table. Et lorsqu'elle s'assit, il lui présenta chaque personne. « Voici ma mère, Arena Vulov. » La femme assise en face d'Elena avait les cheveux argentés relevés en un chignon serré et son visage était toujours d'une beauté saisissante, même à 60 ans. Elle regardait Elena avec des yeux gris, identiques à ceux de ses fils, froids et indéchiffrables. Pas de signe de tête, pas de sourire, seulement une observation comme celle d'un chat étudiant une souris. « Mon oncle, Victor Vulkov !» L'homme assis à côté d'Irina avait les cheveux poivre et sel et une cicatrice qui lui barrait le visage, de la tempe au menton. Son regard ne cherchait pas à cacher son hostilité. Elle était aussi évidente que la lueur des bougies se reflétant sur les couteaux en argent, et en face, une femme blonde platine, d'une beauté froide. Les statues de marbre étaient belles. Assise à quelques sièges de là, la veuve du cousin de Dominique, la mère de Lily. Ses lèvres esquissaient un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et Elena sut instantanément que cette femme la détestait. C'est donc elle,
la serveuse. Victor prit la parole le premier, d'une voix lourde de mépris, celle que Dominique a décidé d'épouser sans consulter la famille. Oncle Victor. La voix de Dominique était menaçante. Je ne fais que dire la vérité. Victor ne broncha pas. Qui est-elle? Elle n'a ni famille, ni statut, ni lien avec notre monde. C'est une serveuse dans un restaurant miteux. Et maintenant, c'est la femme de Pacan. Helena sentit son visage s'empourprer. Mais pas de honte, de colère. Elle ne voulait pas être ici. Elle ne voulait pas de cette bague. Elle ne voulait rien de tout cela. Mais elle n'allait laisser personne la mépriser à cause de ses origines. Et elle ne sait rien de notre monde non plus. Svetlana intervint d'une voix douce avec la fausse douceur du sucre chimique. Comment peut-elle se tenir aux côtés de Dominique alors qu'elle ne parle même pas russe, alors qu'elle ne connaît pas la différence entre un vore et un brigadier? Elle ne sera qu'un fardeau, ou pire, une faiblesse. « Je suis assise juste ici », dit Helena, et sa voix sortit plus claire qu'elle ne l'avait prévu, tranchant le silence comme une lame. « Tu peux me parler directement au lieu de parler de moi comme si je n'existais pas. » Svetlana cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une telle réaction. Victor haussa un sourcil. Même Ina pencha légèrement la tête, un petit mouvement qui en disait long. « Tu as quelque chose à dire ?» demanda Victor d'un ton provocateur. « Alors dis-le. Dis-nous ce que ça fait d'être enfermé dans cette cage dorée. » Helena le regarda droit dans les yeux et ne recula pas. C'est comme échanger une cage de fer contre une cage dorée. La première était faite de pauvreté. Celle-ci est faite de diamants, mais ce sont toujours des cages. Le silence devint plus pesant qu'auparavant. Les gens se figèrent, la regardant comme si elle avait une deuxième tête. Puis Arena éclata de rire. C'était un son sec et aigu comme du verre qui se brise, mais c'était un vrai rire. « Au moins, elle est honnête, » dit Arena, et pour la première fois, quelque chose d'autre que de la froideur se glissa dans sa voix. C'est plus que je ne peux en dire de la plupart des personnes assises à cette table. Elle leva son verre de vin. À l'honnêteté, une vertu rare. Quelques autres levèrent également leur verre, bien qu'à contre-cœur. Victor continuait de regarder Helena avec le même regard imperturbable, mais quelque chose qui ressemblait à une réévaluation se cachait désormais derrière. Svetlana se détourna, les lèvres serrées, et Dominique, quand Helena le regarda, la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait définir. Ce n'était ni de l'admiration, ni de la possession, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité, comme si elle était une énigme qu'il ne s'attendait pas à trouver. Sa main glissa sous la table, trouva la sienne et la serra doucement. Helena ne savait pas si c'était un avertissement ou un soutien. Peut-être était-ce les deux. Une semaine s'était écoulée depuis ce premier dîner avec la famille Vulov. Helena s'habituait peu à peu au rythme de vie dans le manoir. Même si elle se sentait toujours comme une intruse dans la maison qui était censée être la sienne. Ce matin-là, lorsque Natacha vint changer ses bandages, Helena posa la question qu'elle voulait poser depuis longtemps. « Puis-je voir Lily ?» Natacha s'arrêta, les mains immobiles, regardant Helena avec une légère surprise. « Elle demande de tes nouvelles tous les jours. Dominique ne veut pas qu'elle te voie tant que tu n'es pas plus forte. Mais je pense que tu es assez forte maintenant. » Une demi-heure plus tard, Helena fut conduite dans une pièce au 3e étage, dont elle ignorait l'existence. C'était une salle de jeu pour enfants, baignée de soleil grâce à de grandes fenêtres, avec une moquette moelleuse recouvrant le sol, des jouets soigneusement rangés sur des étagères, et au milieu de la pièce, assise par terre avec un livre de coloriage et une boîte de crayons, se trouvait Lily. Elle portait une robe à fleurs roses, ses boucles dorées attachées en 2 petites tresses. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'elle leva les yeux, ses yeux bleu clair s'écarquillèrent tellement qu'Helena crut qu'ils allaient envahir son petit visage. « Madame Papillon !» La voix de Lily résonna comme une cloche, claire et pleine de joie. Madame Papillon se réveilla. Elle bondit comme un ressort et courut vers Helena si vite qu'Helena n'eut pas le temps de se préparer. Lily se jeta dans les jambes d'Helena, ses petits bras s'enroulant étroitement autour d'elle,
comme si elle craignait qu'Héléna disparaisse si elle la lâchait. Héléna s'agenouilla malgré la douleur sourde qui pulsait dans ses blessures et prit l'enfant dans ses bras. Sentant l'odeur du shampoing pour enfant et des bonbons à la fraise, sentant le petit corps trembler contre elle, Héléna ne se rendit compte qu'elle pleurait que lorsqu'elle sentit des larmes tomber sur les cheveux de Lily. « Tu m'as manqué. » Lily parla contre la poitrine d'Héléna, la voix chargée d'émotion. « Tu m'as tellement manqué. La dame Papillon a dormi trop longtemps. J'avais peur que la dame Papillon ne se réveille jamais. Je suis là, ma chérie, » murmura Héléna, les lèvres tremblantes. « Je suis réveillée, je ne vais nulle part. » Elles restèrent ainsi longtemps, enlacées, jusqu'à ce que Lily relève enfin la tête, les yeux rouges mais secs. Elle prit la main d'Héléna et la tira vers la pile de crayons de couleur. « Colorie avec moi. Je dessine des papillons violets comme celui que je t'ai dessiné au restaurant. » Héléna laissa Lily la tirer vers le sol, avec précaution car ses blessures étaient encore douloureuses. Elles s'assirent côte à côte, les genoux se touchant, et colorèrent en silence. Lily colora le papillon en violet. Héléna colora les fleurs autour. De temps en temps, Lily levait les yeux vers elle, comme pour s'assurer qu'Héléna était toujours là, toujours réelle. « Madame Papillon, » dit Lily après un moment, sa petite voix se réduisant à un murmure. « Oncle Doigt aime beaucoup la dame aux papillons. » Les mains d'Héléna s'immobilisèrent, son cœur se serra pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer. « Pourquoi dis-tu cela, Lily ? » « Parce qu'il est resté assis près de ton lit tout le temps. » Lily le dit en se concentrant sur son coloriage comme si c'était la chose la plus normale au monde. « J'ai rendu visite à la dame aux papillons une fois pendant que tu dormais. Oncle Domi était assis là, tenant la main de la dame aux papillons, et il pleurait. Héléna ne pouvait plus respirer. Oncle Dominique a pleuré. Lily acquiesça, ses cheveux blonds rebondissant. Il ne savait pas que je l'avais vu. Il a parlé à madame Papillon pendant que tu dormais. Il a dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Il a dit qu'il ne laisserait plus jamais personne te faire de mal. » Lily leva les yeux. Ses yeux bleus rencontrant ceux d'Héléna, avec la sincérité simple que seuls les enfants possèdent. « Oncle Domi fait peur aux autres, Chidi, mais jamais à moi. Et je pense qu'il n'est pas effrayant pour la dame aux papillons non plus. » Héléna regarda l'enfant, puis le papillon violet sur la page. Elle pensa à l'homme aux yeux gris et froids, à la façon dont il parlait de la mort, comme d'autres parlaient du temps, à la façon dont il l'avait épousée sans lui demander son avis. Puis elle pensa à l'image que Lily venait de lui donner. Un homme assis à côté de son lit dans le noir, lui tenant la main en pleurs. Les deux images ne collaient donc pas ensemble, et pourtant elles étaient toutes deux vraies. « Madame Papillon » appela Lily, tirant Héléna de ses pensées. « Tu peux rester avec moi pour toujours ?» Héléna regarda ses yeux confiants et ne put mentir. « Je ne sais pas, ma chérie, mais pour l'instant, je suis là, et ça me suffit. » Lily sourit, rayonnante comme le soleil, et se remit à dessiner. Héléna resta assise, un crayon de couleur encore à la main, tandis que son esprit s'évadait vers un endroit lointain, où un monstre pouvait pleurer, et où une cage pouvait commencer à ressembler à autre chose. Cette nuit-là, Héléna ne parvint pas à dormir. Allongée sur son lit de soie, elle fixait le plafond finement sculpté, et les paroles de Lily résonnaient dans son esprit comme une mélodie qu'elle ne pouvait pas arrêter. Il a pleuré. Oncle Doigt a pleuré. Cette image ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait, l'homme aux yeux gris, froid comme l'acier, l'homme dont la voix ne trahissait aucune émotion lorsqu'il parlait de la mort, l'homme qui contrôlait tout autour de lui comme un roi sur son trône. Les monstres ne pleurent pas. Mais si Lily disait la vérité, si cette fillette de 4 ans aux yeux clairs n'avait aucune raison de mentir, alors Dominique Vuloff n'était pas seulement un monstre, il était aussi autre chose. Quelque chose qu'Héléna ne pouvait définir. Après avoir passé des heures à se tourner et se retourner dans son lit, elle décida de se lever. Son corps était beaucoup plus fort maintenant, ses blessures guérissaient, même si elles lui faisaient encore mal lorsqu'elle bougeait trop brusquement. Elle enfila la robe de chambre en soie que quelqu'un avait laissée dans le placard et sortit de sa chambre, les pieds nus glacés sur le sol en marbre. La nuit, le manoir revêtait une beauté fantomatique.
Le clair de lune se déversait à travers les hautes fenêtres, peignant des bandes argentées sur les murs et les sols. L'obscurité se cachait dans les coins, mais elle n'était pas aussi effrayante qu'Helena l'avait imaginée. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce silence, une paix qu'elle n'avait jamais trouvée dans son appartement humide. Avec le bruit de la rue qui montait d'en bas, elle erra sans but, traversant des couloirs interminables, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une faible lumière filtrant par une porte entr'ouverte. La curiosité l'emporta sur la prudence. Helena s'approcha et poussa la porte. La pièce à l'intérieur lui coupa le souffle, une bibliothèque, pas du genre, avec quelques étagères comme celles qu'elle avait vues dans les films. Une véritable bibliothèque avec des étagères imposantes qui atteignaient le plafond, remplies de milliers de livres de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Des fauteuils en cuir étaient disposés près d'une cheminée allumée, diffusant une lumière dorée et chaleureuse. L'odeur du papier ancien et du chêne emplissait l'espace, familière et réconfortante d'une manière qui la surprit. Et dans l'un des fauteuils, un livre ouvert sur les genoux et un verre de liqueur ambrée à la main, était assis Dominique. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, et pendant un bref instant, Helena vit quelque chose sur son visage avant que le masque familier ne se remette en place. De la fatigue, de la solitude, quelque chose de très humain qu'elle ne s'attendait pas à voir chez un chef mafieux. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque dans le silence de la nuit. Helena secoua la tête, figée sur le seuil, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'être là. « Moi non plus », dit Dominique doucement. Il fit un geste vers la chaise en face de lui. « Assieds-toi si tu veux. » Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Et cette différence suffit à Helena pour entrer dans la pièce et s'asseoir là où il lui avait indiqué. Elle pouvait sentir la chaleur de la cheminée se répandre sur sa peau. Elle pouvait sentir l'odeur du whisky et de l'eau de Cologne coûteuse qui émanait de lui. « Que lisez-vous » demanda-t-elle. Juste pour briser le silence. Dominique baissa les yeux vers le livre qu'il tenait dans ses mains. Crime et châtiment. Dostoïevski. Pour la 12e fois, vous sympathisez avec le meurtrier dans ce livre ? Demanda Helena sans savoir pourquoi elle posait cette question. Peut-être parce que tard dans la nuit, les gens disent des choses qu'ils ne diraient pas en plein jour. Dominique resta silencieux pendant un long moment, les yeux gris fixés sur le feu. « Je compatis à sa culpabilité, » répondit-il finalement. La façon dont elle le ronge de l'intérieur, la façon dont il ne peut échapper à ce qu'il a fait, malgré tous ses efforts. Helena observa son visage à la lueur du feu. Ses traits anguleux étaient adoucis par l'obscurité et la fatigue. Elle se souvint de ce que Lily avait dit. Elle se souvint de la question qu'elle voulait poser depuis son réveil. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi es-tu resté assis à mon chevet pendant 36 heures? Pourquoi as-tu pleuré ?» Dominique s'immobilisa, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Il la regarda et pour la première fois, Helena vit une fissure dans ce masque parfait. « Lily te l'a dit. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. » Helena acquiesça. Dominique posa le verre. Il entrelaça ses doigts, les coudes sur les genoux. Il fixa le feu. Et lorsqu'il parla, sa voix était différente. Plus grave, plus lointaine. « J'avais une sœur, dit-il. Anya, elle avait 21 ans quand ils l'ont enlevée. Il, murmura Helena. Tes ennemis, tes rivaux qui voulaient que je cède du territoire, répondit Dominique d'une voix aussi plate que de lait au calme. Mais Helena pouvait voir la tempête qui grondait en dessous. Il pensait que s'ils avaient Anya, je m'agenouillerais. Ils avaient tort, je ne m'agenouillais pas. Et ils ont payé pour cette erreur. Mais Anna, s'interrompit-il, la mâchoire crispée, ils me l'ont renvoyée en morceaux. Pendant 3 jours, Helena eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans la poitrine, lui coupant le souffle. Elle ne pouvait pas l'imaginer. Elle ne voulait pas l'imaginer. « Lily lui ressemble, continua Dominique d'une voix à peine audible, les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus. Quand je t'ai vu courir sous les balles pour sauver Lily, quand je t'ai vu la tenir dans tes bras, tandis que ton sang se répandait sur le sol, je ne pouvais penser qu'à Anna, penser à comment je n'avais pas pu la sauver. » Il leva la tête, ses yeux gris fixés sur ceux d'Helena. « Je ne peux pas laisser cela se reproduire. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre parce que je n'étais pas assez fort, assez rapide, assez déterminé.
Tu as sauvé ce qui m'est le plus précieux, et je te protégerai à tout prix, même si tu me détestes pour cela. » Elena était assise dans la bibliothèque baignée par la lumière du feu et l'odeur des vieux livres, regardant l'homme qu'elle avait pris pour un monstre. Et elle comprit que les monstres aussi ont des cicatrices. Les monstres connaissent la douleur et parfois, ils protègent les autres parce qu'ils ne supportent pas de voir quelqu'un souffrir comme ils ont souffert autrefois. Elle ne savait pas ce que cela changeait, mais elle savait que quelque chose avait changé. Les jours qui suivirent se déroulèrent ayant un rythme étrange. Ce n'était plus la captivité brutale et douloureuse qu'elle avait connue au début, c'était autre chose, quelque chose qu'Elena n'osait pas nommer. Chaque matin, elle se réveillait pour faire de la physiothérapie avec Olga, une femme russe d'âge moyen aux mains puissantes et au visage qui ne souriait jamais. Olga poussait Elena à faire tous les exercices, refusant d'accepter la moindre plainte. Et même si Elena détestait chaque seconde de cette douleur, elle sentait son corps devenir plus fort de jour en jour. Les après-midi s'étaient consacrés aux cours de russe avec Natacha. Elle s'asseyait dans un petit salon et Natacha lui apprenait patiemment, mot après mot, phrase après phrase, à former des syllabes étranges auxquelles sa langue n'était pas habituée. Prier, bonjour, spake, merci. De, oui. Pourtant, non. Elena apprenait lentement mais sûrement. Et chaque nouveau mot qu'elle maîtrisait lui donnait l'impression d'ajouter une petite brique à quelque chose, sans qu'elle sache s'il s'agissait d'un pont ou d'un mur. Mais ce qui faisait le plus réfléchir Elena, ce n'était pas les cours ni les exercices, c'étaient les livres. Le lendemain matin, après cette nuit à la bibliothèque, lorsqu'Elena se réveilla, elle trouva un livre sur sa table de chevet. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Un vieil exemplaire aux pages jaunies, comme s'il avait été lu de nombreuses fois. Elle ne savait pas qui l'avait laissé là, mais elle l'a terminé en une journée. Le lendemain matin, un autre est apparu, Jane Eyre, puis Wuthering Heights, puis La Miserabla. Chaque matin, un nouveau livre, comme si quelqu'un la suivait discrètement, lisait à son rythme et remplaçait le livre au moment où elle en avait besoin. Elena n'a pas posé de questions. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait qui était l'auteur de ces gestes. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était comment. Comment Dominique Vulkov, un parrain de la mafia à la tête d'un empire clandestin et avec une liste interminable d'ennemis, savait-il exactement quel livre elle aimait? La réponse lui vint un après-midi, alors qu'elle était assise à la bibliothèque, en train de feuilleter l'attrape-cœur que quelqu'un venait de lui laisser. Dominique entra comme à son habitude, sans frapper, sans prévenir. Il s'arrêta lorsqu'il la vit, et son regard se posa sur le livre qu'elle tenait entre ses mains. « Tu aimes Salinger ?» Ce n'était pas une question. Elena leva les yeux et la question qu'elle retenait enfin sortit. « Comment le sais-tu ? Comment sais-tu que j'aime ces livres ?» Dominique resta silencieux pendant un moment. Puis, il s'approcha des étagères, lui tournant le dos. « Quand mes hommes ont vidé ton ancien appartement, ils ont ramené un Kindle. L'écran était fissuré, la batterie presque morte, mais il fonctionnait encore. » Elena se figea. Le vieux Kindle, la seule chose pour laquelle elle avait jamais dépensé de l'argent en dehors de la nourriture et du loyer. Elle l'avait acheté d'occasion dans une boutique d'occasion, et il avait été son seul compagnon pendant de longues nuits solitaires. « J'ai lu ton historique de recherche, » continua Dominique, et sa voix était étrange, presque maladroite, même si Elena ne pouvait imaginer ce mot s'appliquer à lui. Les livres que tu as lus, ceux que tu avais marqués pour les lire, mais que tu n'avais jamais eu les moyens d'acheter. Tu aimes la littérature classique, tu aimes les histoires de femmes fortes, tu aimes trouver de l'espoir dans l'obscurité, même si la vie réelle t'en donne rarement. » Il se retourna, ses yeux gris posés sur elle, avec quelque chose qu'Elena ne pouvait déchiffrer. « Alors, j'ai trouvé les livres que tu voulais et je te les ai apportés. » Elena ne savait pas quoi dire. Elle baissa les yeux vers le livre qu'elle tenait dans ses mains, puis releva la tête vers l'homme qui se tenait devant elle, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme de la glace qui commençait à fondre. Il avait lu son Kindle, il avait découvert ce qu'elle aimait, il lui avait discrètement apporté des livres chaque matin sans dire un mot. Ce n'était pas le comportement d'un ravisseur, ce n'était pas le comportement d'un monstre. C'était le comportement de quelqu'un qui essayait de la manière la plus maladroite possible de lui montrer qu'il la voyait. Pas comme un objet,
pas comme une prisonnière, mais comme un être humain avec ses propres rêves et ses propres désirs. Elena ne l'a pas remercié, elle n'a rien dit, mais quand Dominique est parti, elle a serré le livre contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée dans ce manoir, elle sourit. La bibliothèque devint le lieu où ils se retrouvaient chaque soir, même si aucun d'eux ne l'avait jamais dit à voix haute. Elena ne savait pas quand cette habitude avait commencé, mais elle se rendit compte que chaque fois qu'elle ne pouvait pas dormir, chaque fois que l'obscurité dans sa chambre devenait trop pesante, elle se rendait à la bibliothèque, et il était là, toujours là, comme s'il attendait lui aussi. Cette nuit-là, 2 semaines après leur conversation sur les livres, Elena entra dans la bibliothèque, les yeux rougis. Elle avait pleuré dans sa chambre, seule dans le noir, et elle pensait avoir effacé toute trace. Mais Dominique le remarqua immédiatement. Il voyait toujours tout. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en posant son livre, ses yeux gris entièrement concentrés sur elle. Elena avait l'intention de ne rien dire. Elle voulait faire comme si tout allait bien. « C'est aujourd'hui que ma mère est morte. » Elle prononça ces mots et sa voix se brisa dès qu'ils sortirent de sa bouche. « Il y a 16 ans, j'avais 11 ans. » Dominique ne dit rien. Il se contenta de la regarder, attendant. Et ce silence permit en quelque sorte à Elena de continuer. « Elle avait un cancer. » murmura Elena en s'asseyant sur la chaise en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. Ils l'ont découvert trop tard, elle s'est battue pendant 8 mois. Je l'ai vue dépérir chaque jour, chaque heure, je la voyais souffrir, je la voyais essayer de me sourire, même alors qu'elle était en train de mourir. Des larmes ont commencé à couler sur les joues d'Elena, mais elle n'a pas pris la peine de les essuyer. Elle avait caché ce chagrin trop longtemps, l'avait porté seule trop longtemps, et maintenant, il se déversait comme un barrage brisé. Elle était la seule à m'avoir jamais aimé. Elena a continué, la voix étranglée. Mon père est parti avant que je sois assez grande pour me souvenir de son visage. Pas de famille, personne, juste ma mère et moi. Et puis elle aussi est partie. Elena baissa les yeux vers ses mains, tremblantes et petites. Ils m'ont placée dans le système d'aide sociale à l'enfance juste après les funérailles. J'ai été placée dans 7 familles différentes en 7 ans. Personne ne voulait me garder longtemps. J'étais trop âgée pour être mignonne, trop jeune pour être utile, trop abîmée pour être aimée. J'ai donc appris à ne dépendre de personne. J'ai appris à être invisible. J'ai appris à survivre seule. Elle leva la tête, et pour la première fois, elle laissa Dominique tout voir. Pas de masque, pas de mur, juste Elena, la fille orpheline qui avait porté 16 ans de douleur sans personne avec qui la partager. C'est pour ça que j'ai couru pour sauver Lily, dit-elle, sa voix se réduisant à un murmure, parce que je me suis vue en elle, une enfant sur le point de tout perdre, une enfant sur le point d'être laissée seule au monde. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, je ne pouvais pas. Dominique se leva, et Elena pensa qu'il allait partir, qu'il allait s'en aller comme il le faisait toujours lorsque les choses devenaient trop réelles, trop proches. Mais il ne partit pas. Il s'approcha de sa chaise, s'abaissa et s'agenouilla devant elle. Et pour la première fois, Elena vit ses yeux gris sans froideur. Ils étaient chaleureux, ils étaient douloureux, il comprenait, il ne dit rien, pas de paroles de réconfort vides de sens, pas de « ça va aller ». Ces mots qu'Elena avait entendus trop souvent dans sa vie. Il leva seulement la main et essuya les larmes sur sa joue avec son pouce, si doucement qu'Elena ne le sentit presque pas. Puis, il resta là, simplement témoin de sa douleur, sans essayer de la soulager. Il n'essayait pas de la chasser. Il était juste à ses côtés dans l'obscurité comme un phare dans la tempête. Elena ne savait pas qui avait fait le premier pas. Peut-être était-ce elle. Peut-être était-ce lui. Peut-être étaient-ils tous les deux en même temps. Mais soudain, l'espace entre eux avait disparu et sa bouche était sur la sienne. Un baiser doux, hésitant, tremblant, comme des ailes de papillons battant dans le vent. Dominique resta immobile pendant un instant. Et Elena pensa qu'elle avait fait une erreur, elle pensait qu'il allait la repousser. Mais il l'embrassa en retour. Une main glissa dans ses cheveux, l'attirant vers lui. Le baiser s'intensifia, transportant tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Le front de Dominique reposait contre le sien, ses yeux gris fixaient les siens de si près
qu'Héléna pouvait compter ses cils. « Tu ne me dois rien, Héléna, dit-il d'une voix rauque. « Tu ne me dois rien. »« Oh, je sais, » murmura Héléna, la main pressée contre sa poitrine, où elle pouvait sentir son cœur battre aussi fort que le sien. « C'est pour ça que je l'ai fait, parce que tu le voulais. Pas parce que tu me le dois, pas parce que tu as peur, mais parce que dans une bibliothèque remplie de livres, de ténèbres et de la douleur partagée de deux âmes solitaires, elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Une connexion, une compréhension, et peut-être, juste peut-être, quelque chose qui ressemblait à un commencement. Les jours qui suivirent le baiser dans la bibliothèque prirent une couleur différente. Rien n'avait changé de manière évidente, et pourtant, tout était différent à bien des égards. Seule Héléna semblait le remarquer. La façon dont Dominique la regardait à travers la table du petit déjeuner, son regard gris s'attardant plus longtemps que nécessaire. La façon dont sa main effleurait le creux de son dos lorsqu'ils se croisaient dans le couloir, douce et fugace comme les ailes d'un papillon. La façon dont il se rendait à la bibliothèque tous les soirs sans rien dire, s'asseyant simplement là pour lire pendant qu'elle lisait son propre livre. Tous deux partageaient le silence comme s'il s'agissait d'un langage qui leur était réservé. Ils ne parlaient pas du baiser. Ils ne le nommaient pas. Ils ne définissaient pas ce que c'était, ni où cela pouvait mener. Mais il était là, suspendu entre eux, comme une promesse tacite. 3 semaines après cette nuit-là, Dominique trouva Héléna à la bibliothèque, dans l'après-midi plutôt que tard dans la nuit. Cela suffisait à lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas. « Je dois te parler », il le dit depuis l'embrasure de la porte, le visage tendu, d'une attention qu'elle lui voyait rarement. Héléna posa son livre, le cœur serré par l'inquiétude. Dominique entra, ferma la porte derrière lui, et, au lieu de s'asseoir à sa place habituelle, il se tint devant elle, les mains enfoncées dans ses poches, comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Je dois aller à Moscou, » dit-il simplement. « Il y a un problème avec le groupe Clough, ils font pression sur nos opérations là-bas, je dois m'en occuper en personne. » Un frisson glacial parcourut le dos d'Héléna. « Moscou ? Un endroit où Clough pourrait avoir plus de pouvoir, un endroit où le danger nous attendrait. » « Combien de temps ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme. « Quelques jours, peut-être une semaine, cela dépendra de la tournure des événements. » Il la regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux gris qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Mais avant de partir, j'ai quelque chose pour toi. » Dominique sortit sa main de sa poche, et dans sa paume se trouvait un petit coffret en velours noir. Héléna regarda le coffret, puis le regarda, ne sachant pas quoi dire ni quoi faire. Il l'ouvrit, et Héléna eut le souffle coupé. Posé sur le velours noir se trouvait un délicat collier en platine avec un pendentif en forme de papillon, mais pas un papillon ordinaire. Ses ailes et ses tailles étaient faites de minuscules diamants qui scintillaient comme la rosée du matin au soleil, et parmi eux étaient dispersés des émeraudes de la même teinte verte que les yeux de Lily. « Ta Lily m'a parlé du papillon violet, » dit Dominique d'une voix basse et calme. « Le papillon qu'elle a colorié cette nuit-là. Le papillon que tu as trouvé magnifique quelques minutes avant que le monde ne s'écroule. J'ai pensé que tu devrais avoir ton propre papillon. » Héléna était sans voix. Elle fixait le collier, parfaite et brillant, et repensait à tous les cadeaux qu'elle avait reçus dans sa vie. Aucun, rien, personne ne lui avait jamais rien offert simplement parce qu'il en avait envie, parce qu'il pensait à elle, parce qu'il se souciait suffisamment d'elle pour remarquer les petites choses. Jusqu'à présent. « Je peux ?» demanda Dominique. Et cette politesse, le fait de demander au lieu de prendre, adoucit un peu plus le cœur d'Héléna. Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Dominique se plaça derrière elle, écarta doucement ses cheveux et attacha le collier autour de son cou. Ses doigts s'attardèrent un instant sur sa peau, chauds et tremblants. Avant qu'il ne s'éloigne, Héléna toucha le papillon posé sur sa clavicule, sentant le métal froid et le poids de ce qu'il représentait. « Merci » murmura-t-elle en se tournant vers lui. Dominique la regarda avec une expression qu'elle apprenait à déchiffrer. Il n'était plus complètement froid, ni complètement distant. Quelque chose de plus chaud vivait sous la surface, comme des braises sous la cendre.
« Fais attention pendant mon absence, dit-il. Alexei sera là. Natacha aussi. Ils te protégeront. » « Et qui te protégera ?» demanda Elena, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. Dominique cligna des yeux, visiblement surpris par cette inquiétude. « Je peux prendre soin de moi-même. » Il ne répondit toujours pas à la question. Et Elena réalisa qu'elle ne pouvait pas accepter cela. Elle ne pouvait pas accepter de rester assise ici, dans ce manoir sûr, pendant qu'il s'aventurait seul dans la fosse aux lions. Elle ne pouvait pas accepter de ne pas savoir s'il était vivant ou mort, s'il se battait ou s'il saignait. « Emmène-moi avec toi, dit-elle, et sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Non. » La réponse fut immédiate, définitive, sans hésitation. « C'est trop dangereux. Je ne te laisserai pas approcher Clove. Je ne veux pas rester ici sans savoir si tu es vivant ou mort. » Elena s'approcha, posant sa main sur sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battre fort. « Je ne veux pas attendre dans le vide. Je ne veux pas entendre que tu n'es pas revenu. Je ne veux pas perdre une autre personne sans avoir la chance de lui dire au revoir. » Dominique la regarda et elle vit le combat dans ses yeux. Entre son instinct protecteur et quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait presque à une capitulation. « Pourquoi veux-tu y aller ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi te soucies-tu de ce qui m'arrive ?» Elena plongea son regard dans ses yeux gris, ses yeux qui l'avaient vu alors que le monde entier détournait le regard, et elle dit la vérité. « Parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu, et je ne veux pas te perdre. » Le silence s'éternisa. Puis Dominique expira, un son fatigué et résigné. « Très bien. » Il le dit, et quelque chose qui ressemblait à un bref sourire effleura ses lèvres. « Tu as gagné. Tu viens avec moi. » Le jet privé de Dominique ne ressemblait en rien à ce qu'Elena avait imaginé. Elle avait vu des avions dans des films, avec leurs sièges en cuir moelleux et leurs hôtesses magnifiques, mais la réalité dépassait de loin tout ce qu'elle avait imaginé. La cabine était aussi spacieuse qu'un salon, avec des sièges en cuir couleur crème qui pouvaient s'incliner pour former des lits, un bar bien approvisionné et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Elena s'assit près de la fenêtre, regardant l'Amérique rétrécir sous leurs pieds. Essayant de croire que c'était désormais sa vie, Dominique travailla pendant tout le vol, son ordinateur portable ouvert, son téléphone sonnant sans cesse, parlant rapidement et avec urgence en russe à ses interlocuteurs. Mais parfois, entre deux appels, il levait les yeux et croisait son regard et le coin de sa bouche se relevait légèrement avant qu'il ne se remette au travail. Moscou les accueillit avec un ciel gris et un air glacial. Elena n'avait jamais quitté les États-Unis et n'avait jamais vu une neige aussi épaisse. Et lorsqu'elle descendit de l'avion, son souffle se transforma en fumée blanche dans l'air. Dominique posa une main sur son dos et la guida vers la voiture qui les attendait. Elle pouvait sentir la chaleur de sa paume à travers son manteau. La ville s'étendait devant elle comme un rêve fait de glace et d'or. De vieux bâtiments à l'architecture somptueuse, des dômes en forme d'oignons scintillant sous les lumières de la nuit, de larges rues recouvertes d'une neige blanche et immaculée. Et quelque part dans l'obscurité, Elena pouvait voir les tours du Kremlin imposantes et anciennes, lui rappelant que c'était le pays de Dominique, le monde auquel il appartenait. Le penthouse se trouvait au dernier étage d'un immeuble de luxe, avec des baies vitrées donnant directement sur la place rouge. Elena se tenait là, la main contre la vitre froide, regardant la ville scintiller sous ses yeux, et elle se sentait étrangement petite. Petite, mais pas seule. « La sécurité ici est 3 fois plus importante qu'à Chicago », expliqua Dominique derrière elle. « Des hommes armés à chaque entrée, des caméras partout. Tu seras en sécurité. Et toi ?» Elena se tourna vers lui. À quel point la réunion de demain est-elle dangereuse? Dominique ne répondit pas. Ce silence était la réponse. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans le même lit. Il ne se passa rien. Pas de baisers passionnés, pas de mains avides, juste 2 corps allongés l'un à côté de l'autre, dans le noir, partageant leur chaleur et leur respiration. Et d'une certaine manière, cela semblait plus intime que tout le reste. Elena était allongée sur le côté, dos à Dominique, et elle pouvait le sentir derrière elle, son souffle régulier effleurant légèrement ses cheveux, puis son bras glissa autour de sa taille, la rapprochant de lui, et elle sentit sa poitrine chaude se poser contre son dos. Elle aurait dû avoir peur, se sentir piégée, mais au contraire, pour la première fois depuis longtemps,
Elle se sentait en sécurité. Elena ne pouvait pas dormir, non pas par peur, mais parce que son esprit était trop éveillé, trop conscient de l'homme qui la tenait dans ses bras. Elle se tourna vers lui dans l'obscurité et se rendit compte qu'il ne dormait pas non plus. Ses yeux gris étaient ouverts, et la regardait dans la faible lueur qui filtrait de la ville à l'extérieur. Sa main bougea comme si elle avait sa propre volonté, se posant sur sa poitrine, où sa chemise avait été retirée pour révéler une peau chaude. Et puis ses doigts le trouvèrent. Un tatouage, une série de chiffres ancrés sur son cœur, noirs et nets sur sa peau. Une date. Elena n'avait pas besoin de demander pour savoir ce que c'était, le jour où Anya était morte. Dominique retint son souffle lorsqu'elle toucha le tatouage. Son corps se raidit comme un fil tendu, mais il ne repoussa pas sa main. Il la laissa toucher sa cicatrice la plus profonde, la cicatrice qu'il avait gravée dans sa peau pour ne jamais oublier. « Elle t'aimerait », murmura Dominique dans l'obscurité, la voix rauque d'émotion. « Anya, elle t'aimerait ?» Elena ne dit rien. Elle garda simplement sa main sur son cœur, sentant les battements puissants sous sa paume, et resta avec lui dans la douleur qu'il portait depuis tant d'années. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le sommeil les gagne enfin, deux corps enlacés, comme s'ils craignaient que l'autre disparaisse s'il se lâchait, et derrière la fenêtre, Moscou scintillait dans la nuit, inconsciente que, dans quelques heures, tout allait changer. Le lendemain matin, Dominique partit avant le lever du soleil. Elena se réveilla dans un vide glacial à côté d'elle et trouva un petit mot sur l'oreiller. « La réunion commence tôt. Reste avec Alex. Ne quitte pas l'appartement. Je reviendrai. » D. Elle serra le papier dans son poing comme s'il s'agissait du seul fil qui la reliait encore à lui. Alex, le grand homme aux cheveux blonds sable et yeux bleus froids, montait la garde à la porte principale. C'était le chef des gardes du corps de Dominique, celui en qui Dominique avait le plus confiance. Sa présence aurait dû rassurer Elena. Mais elle ne parvenait pas à chasser le malaise qui lui serrait la poitrine. La journée s'écoulait au ralenti, Elena essaya de lire, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle fit les 100 pas dans le penthouse, regarda par la fenêtre, vérifia l'heure, compta les minutes qui s'écoulaient, le soleil monta haut dans le ciel, puis commença à descendre. Et toujours aucune nouvelle de Dominique. Alex reçut un appel au coucher du soleil. Elena vit son visage changer, le calme laissant place à la tension en un battement de cœur. Il dit quelque chose en russe d'un ton urgent et inquiet, puis se tourna vers elle, le regard sombre. « Qu'y a-t-il » demanda Elena, le cœur battant à tout rompre. « C'était un piège » répondit Alex. Il sortit un pistolet de son étui. « Koff a amené plus d'hommes que prévu. Dominique se bat pour s'échapper. Nous avons besoin de... » Il n'eut pas le temps de finir. L'énorme baie vitrée donnant sur la ville explosa, projetant 1 million d'éclats comme une pluie de couteaux. Elena hurla, levant les bras au-dessus de sa tête, et Alexei fut à ses côtés en un instant, la poussant au sol et la couvrant de son corps. Des coups de feu retentirent dans le penthouse. Les balles déchiraient les chasras, léchaient l'air, s'écrasant contre les murs, les meubles, tout ce qui les entourait. L'odeur âcre de la poudre envahit la pièce, se mêlant au sang et au chaos. Elena était allongée sur le sol, les mains et les genoux coupés par le verre, mais elle ne le sentait pas. Tout ce qu'elle ressentait, c'était une peur pure et primitive qui l'écrasait de l'intérieur. « Restez à terre !» cria Alexa à son oreille, tirant sans relâche avec son arme en direction de la fenêtre brisée. Ne bougez pas. Mais Elena ne pouvait pas rester à terre. Pas quand Dominique était là dehors quelque part, peut-être en train de saigner, peut-être en train de mourir. Elle leva la tête, essayant de voir ce qui se passait, et elle vit des formes sombres bouger derrière la fenêtre brisée. Les assaillants tentaient de forcer l'entrée du penthouse. Les coups de feu se faisaient plus intenses. Alexa abatta un homme, puis un autre, mais ils continuaient d'affluer comme des fourmis noires sortant d'une fissure. Elena repensa à la nuit dans le restaurant, les coups de feu, le sang, Lily dans ses bras. L'histoire se répétait, et cette fois, personne ne viendrait peut-être les sauver. Puis la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Elena hurla. Elle était certaine que d'autres ennemis allaient envahir les lieux, mais l'homme qui franchit le seuil n'était pas un ennemi. C'était Dominique.
On aurait dit qu'il sortait tout droit de l'enfer. Du sang coulait d'une coupure sur son front, tachant la moitié de son visage de rouge. Sa chemise était déchirée, révélant davantage de sang sur son épaule et son bras, mais ses yeux gris brûlaient d'une lueur primitive et violente. Et dans chaque main, il tenait un pistolet fumant. Il tirait sans s'arrêter, se déplaçant dans la pièce comme une tempête, comme un ange vengeur forgé dans le sang et le feu. Les assaillants tombaient les uns après les autres, et au milieu du chaos, les yeux de Dominique trouvèrent Helena. Elle vit le soulagement passer sur son visage pendant un instant, puis se durcir en un contrôle froid. « Fais-la sortir !» rugit-il à Alexis par-dessus les coups de feu. L'ascenseur de service. Maintenant, Alexis attrapa la main d'Helena et la tira vers lui, et elle eut l'impression d'être déchirée en deux. Une partie d'elle voulait s'enfuir, voulait survivre. L'autre partie voulait rester, voulait être avec Dominique, voulait s'assurer qu'il ne mourrait pas dans cette pièce baignée de sang. « Je ne pars pas !» cria-t-elle en libérant sa main et en courant vers Dominique. « Je ne te laisse pas !» Dominique se retourna, et ce qu'elle vit dans ses yeux la paralysa. Ce n'était ni de la colère, ni de la froideur, mais de la peur. Une peur pure pour elle. « Tu m'as promis, dit-il, sa voix couvrant le chaos, « tu m'as promis que tu t'enfuirais quand je te dirais de t'enfuir. » Et Helena voulait discuter, voulait dire qu'elle ne pouvait pas partir, qu'elle ne pouvait pas le perdre, mais Alexis l'attrapa par derrière, la souleva du sol et la traîna vers la porte menant à l'ascenseur de service. Elle se débattit en criant le nom de Dominique. Mais Alexis était plus fort et il ne s'arrêta pas. La dernière chose qu'Helena vit avant que la porte ne se referme fut Dominique debout au milieu des décombres. Du sang coulait sur son visage. Il tenait des armes à la main, un homme seul contre toute une escouade. Puis la porte se referma et il disparut. Quelques secondes plus tard, une énorme explosion secoua le bâtiment, et le cœur d'Helena se brisa avec lui. La voiture fonçait dans les rues de Moscou comme une balle, les pneus crissant sur la neige, le moteur rugissant dans la nuit. Helena était assise à l'arrière, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle ne savait pas si elle tremblait à cause du froid ou de la peur qui la déchirait de l'intérieur. « Fais demi-tour !» cria-t-elle, la voix rauque à force de pleurer. « Fais demi-tour maintenant, il est toujours là-bas, il a besoin de moi. Je ne peux pas le laisser, je ne peux pas. » Alexis ne la regarda pas. Il gardait les deux mains agrippées au volant, les yeux rivés sur la route, devant lui, la mâchoire serrée si fort qu'Helena pouvait voir les muscles trembler sous sa peau. C'était un ordre, il l'avait dit d'une voix neutre, mais quelque chose tremblait en dessous. Il m'a ordonné de te mettre en sécurité. Je dois obéir, c'est un ordre. Helena avait envie de lui crier au visage. Elle voulait lui dire que les ordres n'avaient aucune importance alors que Dominique saignait dans cette pièce en ruine, alors que l'explosion venait de secouer tout le bâtiment, alors qu'elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, mais elle n'avait plus la force de crier. Elle ne pouvait que pleurer. Des sanglots brisés lui déchiraient la gorge, des larmes coulaient sur ses joues, comme de petites rivières qui ne se tarissaient jamais. Ils arrivèrent à l'aérodrome privé en moins de 20 minutes. Mais pour Helena, cela lui sembla une éternité. Le jet privé les attendait déjà, les moteurs chauds, prêts à décoller à tout moment, mais ils ne montèrent pas à bord. Alexis la conduisit dans un petit salon à l'intérieur du hangar, une pièce avec un canapé, un radiateur et des lumières jaunes chaudes, mais rien ne pouvait faire fondre le froid qui s'était logé dans ses os. « Nous attendons ici », dit Alex, debout près de la fenêtre, les yeux rivés sur la piste. « Jusqu'à ce que nous ayons des nouvelles. » Helena s'assit sur le canapé, les bras enroulés autour de ses genoux, recroquevillée sur elle-même comme une enfant effrayée. Le collier papillon pesait lourdement sur sa poitrine et elle le serrait comme une bouée de sauvetage, comme si le fait de le tenir fermement pouvait protéger Dominique par la seule force de sa volonté. Le temps s'écoulait lentement, comme un sirop épais et froid. Chaque minute semblait durer une heure. Chaque tic-tac de l'horloge murale était comme un couteau qui lui transperçait le cœur. Helena fixait le téléphone d'Alexis posé sur la table entre elle et priait pour qu'il sonne. Elle n'était pas croyante. Elle avait cessé de croire en Dieu le jour où sa mère était morte dans la souffrance.
même après avoir prié chaque nuit. Mais maintenant, elle priait quiconque voulait bien l'écouter. « S'il vous plaît, laissez-le vivre. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas une autre personne, je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. » 1 heure passa, puis 2. Elena n'avait plus de larmes. Elle restait assise là, vide et engourdie, le regard vide, les yeux secs et brûlants. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Alexei, d'une voix à peine audible, « Dis-moi qu'il va s'en sortir. » Alexei resta silencieux pendant un long moment. Puis, il se retourna et, pour la première fois, Elena vit autre chose que la froideur professionnelle dans ses yeux. « De l'inquiétude, de la peur. » C'est Dominique Volkov finit par dire « Alex. Il a survécu à pire que ça. Il revient toujours. » Mais sa voix ne semblait pas tout à fait convaincue. Et Elena n'y croyait pas non plus. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre dans cette petite salle de l'aéroport de Moscou, le cœur se serrant un peu plus à chaque minute qui passait. Puis, le téléphone vibra. Alexei se précipita dessus, les yeux rivés sur l'écran, et son visage passa de la tension au soulagement, de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Quoi ?» Elena se leva d'un bond, le cœur battant à tout rond, chaud tout rompre. « Quoi ? Dis-moi !» Alexei se tourna vers elle et, pour la première fois depuis leur rencontre, il sourit sincèrement. Colis sécurisé. Il lut le message à haute voix. Cible éliminée. Je rentre à la maison. Elena ne savait pas comment elle bougeait, mais soudain, elle serrait Alexei dans ses bras, sanglotant contre son épaule, et il restait là, raide, ne sachant pas quoi faire de ses bras. « Il est vivant, allait-elle. Il est vivant, il revient. » Et à ce moment-là, dans un aéroport étrange d'un pays étranger, Elena réalisa une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Elle l'aimait. Elle aimait Dominique Vulov, le monstre qui l'avait épousé sans lui demander son avis, l'homme qui l'avait vu alors que le monde entier détournait le regard. Et elle allait le lui dire. Dès son retour, ils reprirent les vols d'avion pour Chicago le soir même. Elena ne parvint pas à dormir dans l'avion. Même si Alexis lui avait dit de se reposer, elle s'assit près du hublot, regardant le ciel nocturne infini, comptant chaque minute jusqu'à ce qu'elle puisse le revoir. Dominique ne voyageait pas avec eux. Il avait des choses manies à régler à Moscou. Les conséquences de l'attaque, des ennemis à éliminer, des messages à envoyer. « Il sera de retour dans un jour », dit Alexis. Mais pour Elena, un jour semblait une éternité. Le manoir Vulov l'accueillit avec son silence familier. Tout était pareil. Les longs couloirs bordés de peintures à l'huile, les chambres somptueuses, la bibliothèque avec son odeur de vieux livres. Mais tout semblait vide sans lui. Elena refusait de manger, refusait de dormir. Elle s'assit dans la bibliothèque tenant l'exemplaire de Crime et Châtiment que Dominique avait laissé inachevé, et elle attendit. Natacha vint voir si elle allait bien, lui apportant du thé et des pâtisseries, mais Elena se contenta de secouer la tête. Lily accourut et l'enlaça. Lui demandant pourquoi Madame Papillon était triste, Elena dut forcer un sourire et dire que tout irait bien, même si elle ne savait pas si c'était vrai. 27 heures après avoir quitté Moscou, Elena entendit des voitures à l'entrée. Elle bondit de sa chaise dans la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre, et se mit à courir. Elle courut dans le couloir, descendit les escaliers, se précipita vers la porte d'entrée qui venait de s'ouvrir. Et il était là. Dominique Vulov se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume noir impeccable, des bandages blancs dépassant du col de sa chemise, son visage semblait épuisé. Il avait des points de suture sur le front et un bleu foncé sur la pommette. Mais il était vivant. Il était là, respirant, vivant, et c'était tout ce dont Elena avait besoin. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcula pas, elle se jeta simplement sur lui, comme une balle le frappant si fort à la poitrine qu'il recula d'un pas. Elle enroula ses bras autour de son cou, enfouit son visage contre lui, et elle pleura de soulagement, elle pleura de peur, elle pleura de toutes les émotions qu'elle avait retenues pendant ces 27 heures d'enfer. « Ne me refais jamais ça », elle sanglotait, la voix brisée. « Ne me fais jamais te quitter, ne disparais plus jamais comme ça, je ne peux pas le supporter. » Dominique l'enlaça,
la serrant fort contre lui, et elle pouvait entendre son cœur battre fort sous son oreille. Vivant. Il était vivant, je t'avais promis de revenir. Il murmura dans ses cheveux, la voix rauque. Je suis de retour. Je reviendrai toujours vers toi. Helena leva la tête et plongea son regard dans les yeux gris qu'elle avait tant craint de ne plus jamais revoir. Puis elle l'embrassa. Ce n'était pas le baiser doux et hésitant de la bibliothèque. C'était le baiser de quelqu'un qui se noyait et qui avait enfin trouvé une bouée de sauvetage. Féroce, désespéré, exprimant tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Dominique lui rendit son baiser avec la même avidité. Une main glissa dans ses cheveux, l'autre agrippa sa taille. Ils restèrent là, au milieu du couloir, s'embrassant comme si le monde brûlait autour d'eux et qu'ils s'en moquaient. Quand ils se séparèrent enfin, ils se respiraient tous les deux difficilement. Leurs fronts pressés l'un contre l'autre, leurs souffles se mélangeant. Sans un mot, il la souleva et la porta dans les escaliers jusqu'à sa chambre. Cette nuit-là fut leur première vraie nuit. Ils ne se contentèrent pas de s'allonger l'un à côté de l'autre dans le noir. Ils ne se contentèrent pas de partager leur chaleur et leur souffle, mais tout le reste. Peau contre peau, souffle chaud, murmure dans l'obscurité. Dominique se montra tendre avec elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée de la part d'un homme aussi violent que lui. Il embrassa chaque cicatrice sur son corps, les marques laissées par la nuit qui les avait réunies. Il la touchait comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue entre les mains, comme s'il avait peur qu'elle se brise s'il ne faisait pas assez attention. Et Helena, pour la première fois de sa vie, laissa quelqu'un la voir telle qu'elle était, sans masque, sans barrière, juste elle, avec toutes ses cicatrices, ses aspérités et ses imperfections. Et il aimait chaque partie d'elle. Après, ils restèrent allongés dans l'obscurité, leurs corps enlacés, et Helena écouta les battements du cœur de Dominique sous son oreille, lent, régulier, vivant. « Je t'aime », elle le dit, et les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'aurait cru, comme s'ils avaient attendu toute sa vie pour être prononcés. Je ne sais pas quand cela s'est produit, je ne sais pas comment un kidnappeur est devenu l'homme sans lequel je ne peux vivre. Mais je t'aime, Dominique Vulov, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, je t'aime. Dominique resta silencieux pendant un long moment. Et Helena commença à s'inquiéter d'avoir parlé trop tôt, trop fort, trop vite. Puis il lui releva le menton, la regarda dans les yeux, dans la pénombre, et elle vit des larmes briller dans son regard gris. « Je t'aime depuis le moment où tu as dit qu'il y avait un enfant ici, au milieu de ces hommes armés, dit-il. Et sa voix se brisa à des moments où Helena ne s'y attendait pas. « Je t'aime depuis que tu t'es précipité sous les balles pour sauver un enfant que tu ne connaissais même pas. Je t'aime, Helena Vulov, et je passerai toute ma vie à mériter ton amour. » Ils s'embrassèrent, tiéssant à nouveau, lentement et tendrement, et dehors, l'aube commençait à teinter le ciel de Chicago de rose. 6 mois plus tard, la bibliothèque était toujours l'endroit préféré d'Helena. La lumière de l'après-midi inondait les hautes fenêtres, répandant une chaleur dorée sur le parquet en chêne, et l'odeur des vieux livres était aussi familière que le premier jour où elle y avait mis les pieds. Mais tout était différent maintenant. Lily était assise aux pieds d'Helena, entourée de crayons de couleur, un livre de coloriage ouvert sur des papillons de toutes les couleurs. Elle avait tellement grandi depuis 6 mois. Ses cheveux blonds étaient plus longs, son sourire plus éclatant, et son rire remplissait chaque jour le manoir comme les notes les plus claires d'une mélodie. « Madame Papillon, je dessine un autre papillon pour le bébé. » Lily leva les yeux bleus brillants. De quelle couleur le bébé aime-t-il? Helena sourit, la main posée sur son ventre, qui commençait à s'arrondir sous le tissu doux de sa robe. Leur secret avait été révélé à la famille quelques semaines auparavant, et Lily avait été la plus heureuse de tous, sautillant dans la pièce et déclarant qu'elle allait être la meilleure grande sœur du monde. « Je pense que le bébé aimera le violet, tout comme le premier papillon que tu m'as dessiné. » Lily acquiesça solennellement et se pencha à nouveau sur son travail, la langue légèrement tirée par la concentration. Helena l'observa, puis laissa son regard vagabonder dans la bibliothèque, et elle réalisa que ce n'était plus la cage dorée qu'elle avait autrefois détestée.
C'était chez elle. Des pas familiers retentirent de pente depuis l'entrée, et Elena n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Mes 2 filles. La voix de Dominique était basse et chaleureuse. Un instant plus tard, il était à côté d'elle, se penchant pour embrasser le sommet de la tête de Lily, avant de se tourner vers Elena pour l'embrasser sur la bouche. « Oncle Domi, regarde !» Lily brandit son dessin. « Je l'ai fait pour le bébé. C'est magnifique, princesse !» Dominique s'assit à côté d'Elena, un bras autour de ses épaules, l'autre main posée sur son ventre avec une tendresse qu'elle n'aurait jamais imaginée chez cet homme 6 mois plus tôt. « Le bébé va l'adorer. » Elena appuya sa tête contre son épaule, respirant le parfum familier d'une eau de Cologne coûteuse et quelque chose qui n'appartenait qu'à Dominique. 6 mois. 6 mois depuis cette nuit fatidique dans ce restaurant miteux. 6 mois depuis qu'elle avait pris 3 balles pour un enfant qu'elle ne connaissait même pas. 6 mois depuis qu'elle s'était réveillée avec une bague en diamant au doigt et une nouvelle vie qu'elle n'avait pas choisie. Mais maintenant, en regardant Lily coloriée à ses pieds, en sentant la chaleur de Dominique à ses côtés et la vie qui grandissait en elle, Elena comprenait que parfois, les meilleures choses venaient d'où on s'y attendait le moins. La bague à son doigt n'était plus un carcan. C'était une promesse. Les bras qui la serraient n'étaient plus une captivité. Ils étaient un refuge. Et le papillon sur sa poitrine, si scintillant sous le soleil de l'après-midi, était le symbole de la transformation qu'elle avait vécue, d'une serveuse invisible à une femme aimée, d'une âme solitaire à un membre de la famille, d'une chenille recroquevillée dans son cocon à un papillon déployant ses ailes. « Le regrettes-tu » demanda Dominique doucement, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. « Tout ce qui s'est passé » Elena se tourna vers lui, plongeant son regard dans ses yeux gris qui avaient autrefois été froids comme l'acier et qui étaient désormais toujours chaleureux lorsqu'il la regardait. « Non » répondit-elle. Et c'était vrai. Pas une seule seconde. Et l'histoire d'Elena s'achève ici, dans une bibliothèque baignée de soleil, avec un enfant qui colorie, avec l'homme qui l'a sauvé et avec une nouvelle vie qui l'attend. La leçon à tirer de cette histoire est que parfois, le destin nous mène vers des endroits auxquels nous ne nous attendions pas. Et c'est dans nos moments les plus sombres que nous trouvons la véritable lumière. L'amour peut prendre racine dans des endroits que personne n'aurait imaginés. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré la peur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Vous a-t-elle rappelé quelque chose de votre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous avez sur le cœur. Nous apprécions chaque réflexion que vous prenez le temps de nous faire parvenir. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé, une vie heureuse et des jours paisibles. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.